Bonsoir. Alors peut-être donc effectivement nous voici, donc déjà merci d'être là, bienvenue. Donc l'intitulé de la table ronde, je vous le relis juste comme ça pour qu'on puisse voilà, se repartir un peu peut-être d'un socle commun. C'était donc la question effectivement du lien entre la mise en scène et l'argent. Petit budget petit et grand, la liberté de mise en scène est confrontée à la question économique. Comment l'argent définit-il une relation au film, au temps de fabrication? C'est une question. Il y avait une deuxième question. Comment ces contraintes réinventent-elles une pratique, des choix artistiques? Donc on voit que le mot contrainte s'est glissé très vite. Il est toujours pas très très loin quand on parle d'argent. Plus généralement, il s'agit bien sûr de la question très ancienne, très classique de l'ajustement entre l'économie et l'esthétique, et d'apprendre à faire avec ce qu'on a, sachant que même quand on a beaucoup, c'est pas toujours suffisant, selon le principe que souvent l'argent appelle l'argent et la dépense. Mais ce qu'on peut aussi entendre dans pratique et choix artistiques, c'est peut-être pas seulement l'ingéniosité à laquelle on est toujours confronté quand on fait un film pour trouver des solutions, mais comment on anticipe à un moment en se disant tel film, je le ferai avec tant, ou avec peu, ou avec un budget pas encore bouclé, ou de telle manière qui n'est pas forcément la manière orthodoxe, normale, respectant les usages et les codes du CNC ou de que sais-je. Alors ça peut être pour plein de raisons différentes, parce qu'on a pour des questions de décor, de personnages documentaires ou pas, enfin plein. Et même sans aller jusque-là, comment on parvient à identifier l'ADN du film qu'on a en tête, ou qu'on est en train d'écrire, aussi donc du coup à partir de cette question de l'argent, celui qu'on dépense, qu'on pense dépenser ou qu'on pense pouvoir réunir, et comment même ça peut aider de se poser ces questions très en amont. Et même peut-être que ça peut faire partie, alors je ne sais pas, hein, mais du désir du film de se confronter à ces questions pratiques et matérielles pour ne pas les vivre comme une limite, mais aussi comme un moteur. Voilà. Alors, donc nous avons le plaisir, je fais une petite présentation très rapide, d'avoir avec nous donc Agnès Patron, qui est donc réalisatrice de films d'animation et dont le court-métrage L'heure de l'ours a reçu le César du meilleur court-métrage d'animation en 2021. Et le dernier film, Une fugue, était en séance spéciale à la Semaine de la critique cette année. À côté, donc Virgile Vernier, qui a réalisé de nombreux courts-métrages, dont Kinder Toten, j'arriverai jamais à le dire, Kinder Toten Leader, qui a eu le prix Jean Vigo en 2022, et plusieurs longs métrages, Commissariat, Mercurial, Sophie Antipolis et 100 000 milliards, qui étaient en compétition à Locarno l'année dernière. Nicolas Klotz, alors peut-être qui est parmi les cinéastes ici, celui dont la filmographie présente le spectre le plus large de possibles, entre des formes d'écriture et de budget différents, puisque en 1988, ton premier film, La Nuit Bengali, avec Hugh Grant et John Hurt, et ensuite des longs métrages très différents, dont La question humaine et la blessure, qui étaient présentés à la quinzaine, des documentaires, et même, on pourrait même appeler après ça des films essais ou des expérimentaux comme très récemment Chant pour la ville enfouie ou Cosmocide. Et enfin donc Axel Repère, dont le moyen-métrage et le long Étoile violette et la famille Wahlberg étaient aussi à la quinzaine des cinéastes, et qui a ensuite réalisé 3 longs-métrages, Tirer la langue mademoiselle, La prunelle de mes yeux et Petite Solange, qui a reçu le prix Jean Vigo en 2021. Voilà, donc merci beaucoup d'être là. Peut-être je me disais que ça pouvait être intéressant de commencer par toi, Nicolas, justement pour cette question parce que c'est toi qui as eu vraiment l'expérience la plus large comme ça d'avoir des économies différentes. Donc comment tu vis toi cette question de l'argent selon des configurations tout à fait différentes? Bonsoir. Donc oui, il y a tellement de portes quoi. Mais oui, parce que quand on a fait La Nuit Bengali, en fait, il y avait un producteur avec qui j'étais très proche, qui s'appelait Philippe Diaz. Peut-être certains d'entre vous connaissent, ou Philippe, il avait produit Mauvais Sang. Et puis aussi un film de Robert Frank, puis Juliette Berthaud. Il avait, je sais pas, 28 ans, quoi. Et donc, il ouvrait beaucoup de choses parce qu'il était très proche de distributeurs et on comptait, par exemple, pour La Nuit Bengali, on était allé manger sur les Champs-Élysées en face de là où sortait Mauvais Sang, et il me disait s'il y a 60 personnes à la première séance, c'est bon, je fais ton film, quoi.
Donc, il y avait un jeu, il y avait un truc très concret, très, très amical, quoi. Et c'est lui qui se chargeait de tous les problèmes. Et il aimait ça. 28 ans. Donc, voilà, c'était des rapports. Donc, je dirais que maintenant, aujourd'hui, les choses ont tellement changé, quoi. Et donc, on a traversé, Elisabeth et moi, ces décennies en faisant finalement de plus en plus de films avec de moins en moins d'argent et volontairement. Excuse-moi, j'ai juste oublié quand même de dire que quand même tu co-réalises tes films avec Elisabeth Perceval. Oui, on fait les films ensemble. Donc, à un moment donné, on s'est rendu compte que quand on a fait, je pense, La question humaine, avec les acteurs avec qui on a travaillé, voilà, c'est un film qui a fait pas mal d'entrées et qui avait que des malentendus après, parce que le film d'après qu'on a fait, qui s'appelle Low Life, a été pour nous un film très important, et on s'est rendu compte que là, au niveau que ça soit la critique, la production, la distribution, enfin je sais pas, qu'on était à un endroit où on pouvait pas, on n'avait pas envie de continuer en fait à cet endroit-là. Il y a trop de malentendus et pas de liberté, enfin de moins en moins de liberté. Ce que j'appelle liberté, c'est de dire qu'aujourd'hui, je pense que ce qui compte le plus, c'est une idée. L'argent, c'est autre chose. L'argent, ça dépend où on va, mais on peut faire des films avec très peu d'argent et faire des grands films, vraiment. Et il y a un problème de visibilité de ces films-là. Mais je pense que quand on voit le travail de Straub-Huillet, enfin, c'est pas que des références, c'est pas des références passées, etc. C'est des gens qui travaillaient avec quelques idées et qui allaient à fond dans leurs idées, et l'argent n'était pas. Il y avait pas beaucoup d'argent et même peu d'argent. Et avec Elisabeth, finalement, cette liberté qu'on a, c'est de pas nécessairement écrire des scénarios avant pour pas se confronter à tout ce qu'on sait, parce qu'on a déjà fait, qu'il y a trop de films qui ne sont pas faits, parce qu'il y a trop de personnes qui donnent leur point de vue dans les commissions, que du coup on se rend compte du décalage, et que dans les derniers films qu'on fait, notamment depuis l'Heroic Land, donc depuis, je ne sais pas si 7 ans, voilà, on décide, on y va, quoi. On commence à tourner, et puis parfois c'est plusieurs films en même temps, et puis ça se travaille dans la salle de montage, et puis on attend, on reprend, on cherche de l'argent pour finir, avec des productrices comme Gaëlle Jones ou d'autres qui arrivent à un moment donné pour nous. Et on n'a jamais autant finalement travaillé, on n'est jamais aussi heureux dans notre travail que quand on est sorti de ce système étouffant, sclérosant, où on se pose. Parce que du coup, on parlait de mise en scène, parce qu'en fait, la mise en scène, ce qui est compliqué, c'est quand on se rend compte qu'une idée de mise en scène, ça vaut tant. Voilà. Comment on fait quand on est attaché, comme on est tous, à la mise en scène, et qu'on voit que 2 personnes qui discutent dans un café, ça va coûter tant, parce qu'il faut ça, il faut ça, il faut ça, et qu'on élargit au niveau de l'écriture du scénario, que du coup, ça coûte trop cher. Enfin, c'est un point de vue juste personnel. Je pense que chacun peut avoir un point de vue complètement différent. Mais qu'il y a on a aujourd'hui, je crois, historiquement, en plus, quand on voit l'état du monde, on se rend bien compte que cette économie lourde, elle est finie, quoi. Elle est finie, même si elle n'est pas finie, elle continue à étouffer. Mais je ne vois pas comment on peut aller plus loin. Alors peut-être la queue de comète, peut-être que je ne sais pas, il faudrait une bombe atomique pour que le cinéma recommence. Mais on est dans cette idée on est dans cette idée-là. Faire du cinéma aujourd'hui pour nous, juste pour nous, c'est pas du tout une théorie ou un truc, c'est vital. Et pour ça, on a ce sentiment qu'on recommence le cinéma à chaque fois qu'on fait un plan, et qu'on commence à les assembler, et qu'on commence à réfléchir au son, et que tout ça devient très très concret. Et c'est extrêmement enrichissant. Je te remercie. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir là-dessus ? Moi, je voulais dire quelque chose de peut-être un peu provoquant. Fondamentalement, je pense quand même que les gens qui choisissent d'être cinéastes sont des gens qui sont passionnés par l'idée du rapport entre l'argent et l'art. Voilà. Sinon, ils choisiraient d'être romancier ou poète ou je ne sais pas quoi. Et en tout cas, je pense que pour survivre dans ce métier et faire beaucoup de films, il faut avoir un intérêt pour cette idée de comment est-ce qu'on allie l'art et l'argent. Si d'emblée, la question de l'argent est vue comme une souffrance, je crois qu'on ne peut pas du tout durer dans le métier. C'est 30 ans plus tard.
Il y a une histoire de l'argent et du cinéma. C'est pas le même argent que. Alors après, ça c'est une autre question. L'argent d'aujourd'hui, je pense que c'est pas le même argent qu'il y a 10 ans. En tout cas, je pense que fondamentalement, je crois qu'il faut quand même oser dire que nous cinéastes, le fait que ça coûte quelque chose de faire un film, et ben moi je trouve ça hyper intéressant. Voilà, par exemple, j'aimerais faire plus de films. Alors moi je suis pas du tout dans une position difficile. Hein. J'aimerais faire plus de films, mais par exemple ça m'intéresserait pas du tout de faire des films où personne n'est payé, où les techniciens sont pas payés, les acteurs sont pas payés. J'aurais aucun plaisir pour ça en fait. Moi je trouve passionnant cette idée de trouver l'équation entre le film qu'on veut faire et l'argent qu'on doit trouver. Et que, alors, évidemment, il y a plein de cas où c'est une souffrance, mais je pense que c'est aussi pour ça que le cinéma est hyper intéressant. Juste, on fait les films à deux, Elisabeth et moi, et on n'a pas des gens qu'on ne paye pas, on fait tout. Voilà. Et de même que Strobeillet payait tous leurs techniciens avec des valises de billets parce qu'ils ne voulaient pas passer par les banques. Voilà. Donc fondamentalement, c'était juste pour dire que c'est pas forcément une malédiction. Voilà, l'argent et le cinéma. Je pense que vraiment, ça a à voir aussi avec le fait que le cinéma est, je pense quand même, l'art qui a le plus de rapport avec la réalité brute. Voilà, beaucoup plus que la littérature, la musique, le théâtre, etc. Quand on fait du cinéma, on se confronte constamment au réel, avec ce que ça peut avoir de merveilleux, mais aussi de pire. Ça peut être des acteurs capricieux, des problèmes de météo, des producteurs épouvantables, un manque d'argent. Mais que je pense aussi que c'est dans ce combat contre le réel que le cinéma se fait, et que le cinéma fait partie de ce pourquoi on choisit d'en faire. Voilà. Je précise que j'ai quand même régulièrement souffert de manque d'argent pour faire mes films, donc je ne parle pas en tant que cinéaste privilégié. Mais au-delà, parce que quand on t'entend, on a presque l'impression qu'il y a une forme de masochisme à devoir se coltiner comme ça sans arrêt la réalité brute. Au-delà de ça, puisque tu as pris la parole, comment est-ce que quand même tu parviens quand même à ajuster quand même aussi des questions de mise en scène à cette... et est-ce que tu sens que ça évolue? Est-ce qu'avec le temps, il y a quelque chose dans ton savoir qui fait que tu anticipes davantage des choses que, voilà. Alors, moi, je trouve qu'on a la chance, quand on est des cinéastes français, je trouve, d'avoir connu la nouvelle vague et un autre mouvement un peu moins connu qui est le mouvement diagonal de Paul Vecchiali, c'est-à-dire quand même des mouvements de cinéma très importants qui ont cassé cette idée qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour faire des films et qui tout d'un coup ont fait baisser le taux de fabrication des films de façon radicale. D'ailleurs, c'est pour ça que la nouvelle vague, par exemple, était détestée par les studios, par la CGT, parce que la nouvelle vague ne voulait pas tourner en studio, voulait tourner dans des décors naturels qui coûtaient rien, ne voulait pas 36 mais machinaux là où il n'y en avait besoin que de 2, etc. Donc en France, on a la chance quand même d'avoir eu 2 grandes aventures de cinéastes qui avaient une très grande intelligence de la production, la nouvelle vague et Diagonale. Et moi, je suis issue de ça. Et donc, très tôt, en discutant avec, avec ces gens-là, j'ai compris que pour être un tout petit peu heureux, quand même, en faisant des films, il fallait... être très tôt conscient de la possibilité du film qu'on pouvait faire ou non. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai des amis par exemple, et j'adore ça, qui ont des états d'esprit pharaoniques, qui ont des projets pharaoniques. En même temps, à chaque fois j'ai mal au cœur en me disant mais ils savent que ça ne se fera jamais. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et que quand même il y a une forme d'intelligence du cinéma. D'ailleurs Serge Danet le disait, qui est d'avoir l'intuition que le film qu'on est en train d'écrire, c'est un film qui peut se faire, voilà, et que c'est une forme de vraie intelligence de cinéma. C'est pour ça que il y a beaucoup de légendes maudites dans le cinéma, de cinéastes qui n'ont pas pu tourner, Steinberg, etc. Alors il y a des vraies légendes maudites, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des cinéastes qui ont été tués par le système, mais je crois aussi qu'il y a des cinéastes qui ont manqué de cette intelligence très concrète et qui avaient des idées de films qui étaient de toute façon impossibles et que c'était foutu d'avance. Voilà. Et qu'avoir cette intelligence de sentir que le film peut se fabriquer ou non, quelquefois on pense que ce film peut se fabriquer puis il ne se fabrique pas, il me semble que c'est quand même une qualité. Voilà. Et toi, dans ton parcours, ça c'est une conscience qui s'affine, justement, le fait d'avoir fait déjà 4 longs métrages, d'écrire les prochains, c'est quelque chose comme ça qui te permet de viser plus juste, tu dirais? Alors oui, alors ça c'est pour le coup, là ça ne sera pas du tout théorique, c'est plutôt un apprentissage très, très pratique.
C'est-à-dire que, par exemple, moi, dès l'écriture de scénario, je m'interdis d'écrire des scènes dont je sais qu'elles vont coûter 1 million. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais fantasmer sur cette scène, je vais me faire plaisir et au final, je ne pourrai pas la faire. Donc, j'intègre d'emblée, de façon et maintenant instinctive, ce qui est possible et pas possible. Il y a une autre chose aussi que j'ai apprise, je suis désolée, je parle trop, après je laisse la parole, c'est que je crois, quand on n'a pas assez d'argent, par exemple, pour faire une scène, il vaut mieux la réécrire complètement que d'essayer de faire cette scène coûte que coûte avec un manque d'argent. Moi, par exemple, j'ai été confrontée à un cas de figure qui est un cas très récurrent, qui est la scène avec beaucoup de figurants. Voilà. En fait, avoir beaucoup de figurants, ça coûte cher. Et quand il n'y a pas assez de figurants à l'écran, ça se voit tout de suite, la scène paraît minable et elle fout la honte, quoi. Elle fout la honte. Et pour mon premier film, j'avais une scène où j'avais pas assez de figurants et je me suis dit, bah, tant pis, ça va le faire, personne n'y verra que du feu. En fait, c'était complètement ça faisait miteux, absolument miteux. Et là, pour Petite Solange, mon dernier film, je devais faire une scène de mariage. J'avais des conditions de tournage mais catastrophiques en termes d'heures et de nombre de figurants. Et je me suis dit, soit tu l'as fait comme tu voulais, c'est-à-dire une scène de mariage classique avec plein de gens, genre un peu à la Robert Altman, et là, tu vas droit dans le mur. Soit tu trouves une idée où tu racontes le mariage, mais par un tout autre moyen. Et donc, plutôt que de filmer minablement 3 figurants qui étaient censés représenter 50 invités, j'ai décidé de ne filmer que des regards très spéciaux de mes 4 acteurs. Voilà, Philippe Catherine, Léa Drucker, Jade Springer et le petit frère. Et j'en suis hyper fière, personnellement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, c'est alors, il faut aller hyper vite. Hein. Se dire, faire coûte que coûte une scène avec un manque d'argent, on va crever. Trouvons l'idée, voilà, trouvons une autre idée. Voilà. Et je trouve que souvent, les cinéastes ont des idées comme ça. Enfin, on est quand même assez inventif. Voilà. J'arrête de parler. Agnès, peut-être, parce que toi, tu as peut-être un point de vue aussi très différent, parce que donc, dans le cinéma d'animation, peut-être que les choses se passent un peu différemment. Mais je ne sais pas déjà, est-ce que toi, tu avais envie de rebondir par rapport à ce qui s'est dit ? Par rapport à ce que tu as dit, Axel, sur le fait d'être inventif et de devoir trouver des solutions, alors je pense que nous, ça se passe plus tôt. C'est pas au moment du tournage qu'on les trouve, puisque le film est déjà découpé, il est monté dans une version brouillon, mais voilà. Mais par exemple en animation, il y a des choix qui se font très très tôt de mise en scène notamment, ou des choses très, en fait, on découpe le film en images, donc forcément chaque image c'est un certain nombre d'heures de travail. Ou moins si on a de la chance. Donc tout ça, en fait, tout est, c'est tellement. Je veux dire, l'argent, il est présent dès le début, et il nous accompagne jusqu'à la fin, parce qu'en fait, dès qu'on veut faire un film avec même une toute petite équipe, il faut penser à tout ça en amont. Et ça peut être, par exemple, je sais pas, nous, ça va être déjà les figurants en anime, ça n'existe pas, mais les scènes avec beaucoup de monde, elles coûtent très très cher aussi en animation. Donc, en fait, pareil, on va peser la nécessité de le faire. Mais nous, ça peut être aussi, je sais pas, faire marcher un personnage d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on a des manières de s'économiser, on fait des cycles, c'est-à-dire que on boucle l'animation et puis on va la développer sur tout le cadre et le personnage peut traverser l'écran comme ça. Donc on fait une petite économie à cet endroit-là, mais si je sais pas, il doit danser de la gauche à la droite, on va vraiment interroger le pourquoi de ce plan, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Mais toi, en tout cas pour les 2 films que j'ai cités, pour L'Heure de l'ours et Une fugue, c'est des films qui ont été quand même financés, après achetés par Arte, où il y a donc, a priori, tu savais à l'avance que tu aurais les moyens de faire le film que tu avais en tête. Oui, c'est-à-dire que comme en fait, en animation, j'ai l'impression qu'on ne part pas sans argent. Ou alors on est très solitaire, on décide effectivement de faire un film. Ça me parle aussi, cette idée de faire tout seul. Ça, il y en a des cinéastes d'animation qui font ça. Moi, je l'ai fait aussi à une époque où on était vraiment plus réduit, où notamment je faisais l'animation des films. Et en fait, c'est tellement chronophage, c'est tellement intense qu'on ne pense plus à certaines choses du film, à des choix voilà, qui se font parfois sur le moment. C'est rare que ça se fasse tard, mais voilà, des choix de mise en scène. Enfin, on est tellement absorbé, c'est tellement prenant que, au fur et à mesure, moi, j'en viens à faire des films avec des équipes un petit peu plus larges pour pouvoir me libérer
cette charge mentale de l'animation que j'aime beaucoup, mais qui est finalement trop prenante par rapport à quelle direction va prendre le film et comment on tient tout ça aussi, nous, les réalisatrices et réalisateurs. Et c'était pour dire que du coup, oui, les questions d'argent interviennent très tôt, et dans le court-métrage aussi beaucoup, parce qu'en fait, le film, il existe déjà. En commission, nous, on dépose énormément de choses. En anime, on dépose un storyboard, on dépose une animatique, donc qui est un brouillon du film. Voilà, un vrai premier montage du film. Arte, elle a validé 2, 3, 4 versions de montage avant que le film existe. Et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, soit à ces étapes-là, il y a déjà du monde dans le processus, des storyboarders, des personnes pour l'animatique, soit on est seul, donc ça réduit le coût de fabrication. Moi, je suis seule pour toutes ces étapes parce que c'est pas des étapes où j'ai besoin d'être très entourée. Mais voilà, ça fait des économies à cet endroit-là du film qui est très en amont de la fabrication. Mais effectivement, le réalisateur et le producteur, ils vont chercher un budget qui est en rapport avec à peu près ce à quoi doit ressembler le film. Après, on peut faire des choix de couper des scènes, toutes ces choses-là. Un des choix, justement, en discutant avec toi tout à l'heure, c'était que pour l'instant, tu disais, on verra, on ne connaît pas l'avenir, mais que tu préférais pour l'instant être plus dans une économie de court-métrage, justement, parce que tu pouvais peut-être davantage maîtriser les coûts, si j'ai bien compris. Mais oui, et au-delà, en soi, en fait, c'est que déjà, je trouve que, au-delà de l'argent, le court-métrage, c'est un endroit où en fait, on a une liberté très très grande, même en animation, même en allant demander de l'argent très en amont. Mais enfin voilà, on a vraiment la possibilité de faire des choses. C'est parfois dur, mais ça se défend bien. Et plus on avance vers le long, plus ça se rétrécit, parce que en fait, faire un long seul en animation, c'est vraiment rare. Enfin, Sébastien Lodenbach l'a fait, peut-être pour La Jeune fille sans main, il n'était pas tout seul quand on regarde le générique non plus, mais je veux dire, bon, avec des équipes très réduites, ou alors Flo récemment, où le réalisateur a pour habitude de travailler tout seul, il a fait son premier long métrage tout seul. Mais voilà, c'est des techniques assez particulières. Moi, c'est pas des techniques que j'utilise, donc ça, clairement, si je fais un long, je vais me frotter à ces questions d'argent, de diffuseurs et toutes ces choses-là, c'est pas forcément des choses qui sont très agréables et auxquelles on a envie d'aller frotter son film à chaque étape. Puis aussi, avec cet argent vient l'avis des gens sur le film avant même qu'il existe. Et ça, en court-métrage, on l'a, puisque voilà, les chaînes, ils ne se privent pas de donner leur avis, les commissions non plus, mais bon, ils donnent ou pas l'argent, mais voilà. Et donc, tout ça me fait moins envie, on va dire. Après, si le projet nécessite d'être long, peut-être que je prendrai mon courage à deux mains et j'irai, avec bien accompagné. Ouais. Merci. Virgile ? Oui, je vais juste raconter en quelques mots comment moi j'ai évolué. Au début, j'avais été premier assistant d'un réalisateur de films de fiction, que je devais avoir 21 ans. Et c'est vrai que ça m'avait impressionné. Je me suis dit, je ne veux jamais faire ça. C'est vraiment pas du tout ce que j'aime. Je voyais la division du travail, le nombre chacun avait plusieurs assistants. La communication était horrible sur le tournage. Et je me suis dit, si je fais un film, ce sera vraiment tout sauf ça. Et donc j'ai commencé à faire des films très artisanaux, et j'étais très content comme ça, très bricolé, avec des gens qui m'aidaient, avec des petits moyens. Et puis je fais beaucoup de films, je travaille tout le temps, et petit à petit, j'ai rencontré des gens, et de plus en plus, j'ai essayé de faire des films avec un peu plus d'argent, avec des producteurs, en essayant de réussir à partager mes idées, parce qu'au début, j'avais du mal à communiquer, j'arrivais pas à expliquer ce que je voulais faire aux producteurs, j'avais l'impression d'être comme un enfant qui sait pas expliquer ce qu'il veut. Et j'ai appris à communiquer. Et petit à petit, j'ai eu un peu plus d'argent. Et puis, il est même arrivé un moment que j'ai eu et le CNC, et Arte, et une région. Bref, j'ai fait un film avec 1,5 million, qui est Mercurial, exactement, en 2014. Et c'était complètement nouveau pour moi. Et c'était assez grisant, en vrai, parce que d'un seul coup, j'ai pu continuer à travailler avec les mêmes manières que j'avais travaillé, mais avec beaucoup plus d'argent, à savoir tourner 7 ou 8 semaines de tournage, et c'était fou parce que je pouvais faire plein de choses. C'était vraiment un espace de liberté où je pouvais tourner des tas de choses qui étaient complètement en apparence inutiles d'un point de vue narratif, mais qui était ce qui m'excite le plus dans le fait de faire des films personnellement. Et puis après, je suis redescendu parce que j'ai cru que ça allait continuer comme ça, ce confort matériel.
Mais j'ai eu petit à petit plus d'aide. Et aujourd'hui, je viens de tourner un film avec rien du tout, vraiment avec 60 000 euros à Los Angeles pourtant, en pellicule, mais complètement... Alors là, moi, je vais aller un peu contre ce qu'a dit Axel tout à l'heure, mais j'ai plein de gens qui ne sont pas payés, beaucoup de gens qui font plein de choses gratuitement. Maintenant, pour moi, le plus compliqué, c'est les salles de montage. Les salles de montage coûtent très très cher à la journée, et personnellement, je passe beaucoup de temps en montage pour trouver mon film, donc je suis obligé de déporter certaines étapes de travail ailleurs que dans les lieux professionnels, quoi. Donc, et puis, je suis obligé de faire des tas de combines pour trouver des choses. Je voulais juste préciser que sur cette histoire de ne pas payer les techniciens, c'est pas du tout pour être moralisatrice que je dis ça. C'est que je trouve que quand on ne paye pas les techniciens ou quand on les paye mal, moi ça m'est déjà arrivé, on est dans un rapport de culpabilité avec eux qui est ultra désagréable. Moi, pour mon dernier film, j'avais tellement peu d'argent qu'ils étaient payés au SMIC. Alors que c'était des gens super compétents et moi ça me mettait dans un rapport de dépendance et de reconnaissance que je trouve très désagréable en fait. Voilà. Je comprends, je suis comme toi. Et je trouve que juste payer les gens correctement, c'est une manière en fait d'avoir un rapport très sain avec eux. Voilà, tout simplement. Dans l'idéal, je suis complètement d'accord avec toi. Mais peut-être, parce que là, bon, tu parlais du montage, mais qu'est-ce que ça a pu changer aussi en termes de mise en scène? Parce que moi, j'ai pas l'impression qu'il y a peut-être tant de différences que ça dans l'écriture et la mise en scène, par exemple, entre Mercurial et Sophie Antipolis. Si c'est juste que oui, j'avais eu Arte, j'avais 500 000 euros de plus, disons, et du coup, je sais pas, c'est 2 semaines de tournage en moins, et du coup, ça t'oblige à vraiment faire beaucoup plus de choix, un peu angoissants la veille ou les semaines avant le tournage, en disant bon bah. Il y a des idées que tu adores et tu te dis, bon, qu'est-ce qui est vraiment le plus important quoi, à faire. Et comme moi, j'ai toujours un dilemme entre les scènes narratives et des scènes que je trouve puissantes formellement ou dans ce qu'elles peuvent raconter du monde, j'ai toujours ces dilemmes-là de qu'est-ce qui est le plus fort. Et puis, je laisse parler mon cœur à la fin. J'essaie de voir ce qui me donne plus envie, moi, en tant que futur spectateur, de voir quelque chose. Et du coup, toi, tu dirais que plutôt que tu l'as subi, du coup, à ce moment-là, en tout cas pour Sophie Antipolis, qui était la première fois où, du coup, la courbe s'inversait, est-ce qu'aujourd'hui, ça a modifié, du coup, aussi ton plaisir de mise en scène, c'est-à-dire de trouver justement des solutions différentes, des configurations différentes? Bon, à vrai dire, je sais pas, personne n'a envie d'être victime ou de subir des choses. Du coup, on essaye tous. Enfin, moi, j'essaie en tout cas de transformer, de tirer parti de tout ça et de trouver dans une forme de minimalisme et de choses à l'essentiel quelque chose qui est excitant et qui répond aux questions de notre époque. C'est-à-dire que au lieu de le cinéma moderne a tellement changé, on n'a plus besoin d'expliquer. On peut passer vite sur certaines choses. Je pense qu'il y a encore, même c'est idiot à dire, mais il y a 20 ans, on était obligé de présenter un peu plus le décor dans lequel se passait la scène. Maintenant, on peut faire juste un gros plan et ça suffit. Enfin, on va droit au but, quoi. Alors maintenant, c'est comme ça que je vois les choses. Je me passe de plein de plans, soit d'exposition, soit pour vraiment tout de suite rentrer sans préambule dans l'essence. Et du coup, ça fait des films qui sont un peu abrupts comme ça, où il y a des suites très elliptiques de plans. Mais c'est mieux aussi, je trouve. Merci. Je vous propose peut-être pour rebondir et puis alimenter notre réflexion, d'écouter ce que notre 5e invité va nous raconter, puisque donc Éléonore Weber, ici présente, a fait un zoom il y a quelques jours avec donc Radu Jude, qui est donc un cinéaste roumain prolifique, qui a fait quasiment 10 films en 10 ans. Le dernier, donc N'attendez pas trop de la fin du monde, et le prochain, parce que j'en parle parce qu'il va en parler, qui s'appelle Continental 25, qui sera présenté en ouverture au FID à Marseille, et qu'il a donc réalisé à l'iPhone en 10 jours, avec de l'argent privé, mais voilà, le film ensuite était acheté par un distributeur et il disait que ils ont un peu gagné d'argent finalement en vendant le film, ce qui est assez exceptionnel parce qu'il racontait dans un autre moment, parce que donc Éléonore a choisi 8 minutes, mais ils ont parlé davantage, et il racontait que pour gagner sa vie, il est obligé lui de faire à peu près tous les 3 ans un film à peu près financé, mais bon, avec une coproduction européenne, etc. Et entre-temps, il peut, lui, du coup, faire des films plus expérimentaux, etc. à sa manière. Et ce film-là est un peu entre les deux. Voilà. Donc il en parle, entre autres choses, voilà, durant cet entretien avec Éléonore, que Quentin, si tu m'entends,
voilà, va nous envoyer. Et sur un de tes films tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire avec cette écriture souvent fragmentaire, très libre, si tout à coup, ce qui est absurde peut-être hein, comme hypothèse, mais on t'offrait beaucoup d'argent, est-ce que tu penses que l'argent que tu aurais en plus sur un film que tu as envie de faire, ce serait plus de liberté, plus de possibilités ou pas forcément? Je trouve que la question qui n'est pas du tout intuitive, je le trouve très bonne. Parce que normalement, on doit dire, bon, si j'avais plus d'argent, le film sera mieux, et si j'avais 10 fois plus, le film sera 10 fois mieux. Mais en vérité, c'est que je ne suis pas sûr de ça, mais aussi je crois pas qu'on peut trouver a rule. On ne peut pas trouver une situation qui s'applique mathématiquement comme ça. Pour certains projets, oui, je suis sûr que si j'avais plus d'argent, ça serait mieux. Pour des autres, j'ai l'impression que j'avais moins d'argent. Ça, je pouvais trouver des choses mieux parce que si tu es obligé de... j'ai découvert ça avec tous les films essais que je fais, etc. Mais même pour ce film de fiction Continental 25, quand j'ai commencé à penser le projet avec ce petit somme d'argent, avec le tournage avec un iPhone, seulement dans la plupart dans les extérieurs, sans lumière, sans rien, etc., etc. Donc, toutes ces contraintes m'ont fait que j'ai construit le projet pour le faire comme ça en 10 jours, etc. Et si j'avais plus d'argent, plus d'options, plus de... Moi, je dois avouer que je ne savais pas comment le faire. Parce que si le film a gagné d'une certaine manière ce qu'il a perdu. Il a gagné la possibilité de le structurer. Si tu as seulement, je ne sais pas, c'est parfois comment c'est dans les restaurants. Je déteste les restaurants où il y a 100 possibilités de manger des choses. Ça me fait incapable de choisir un menu. Mais s'il y a seulement 4 ou 5 plats, ça c'est plus facile à... Donc, j'ai l'impression, mais comme je disais, je ne crois pas que ça peut être en principe général comme ça, mais parfois aussi, l'autre question, c'est peut-être psychologique pour certaines, pour moi en tout cas, c'est le fait que de certains manques donnent un peu d'excuses antérieurement, parce que bien sûr, après le film est fini, personne, tout le monde s'en fout que tu n'as pas eu ça ou ça ou ça. Mais moi, quand je sais que la seule façon de faire le film, c'est comme ça, euh, je suis un peu plus tranquille pour ne pas avoir des attentes plus grandes, même des attentes artistiques. Quand j'ai fait ce film, je me suis dit, voilà, c'est un film en 10 jours de tournage avec le iPhone, c'est ça. En tout cas, moi je trouve que ça a du sens de distinguer l'argent, le plus d'argent, de la liberté, ou en tout cas du plaisir de la mise en scène. Parce que si on ne le distingue pas, tu vois, si on ne fait pas ce que tu viens de faire, même si ça peut en effet pas être une règle générale, on ne peut pas dire c'est beaucoup mieux quand on n'a pas d'argent parce que ça crée, Non, non. évidemment, mais c'est pas ce que tu as dit. Ce que tu dis, c'est que l'argent, c'est une esthétique aussi, c'est tout. Si tu fais pas du manque d'argent une certaine esthétique, c'est là que ça perd son sens, en fait. Voilà. Oui, oui, et j'ai même connu il y a quelques années, bon, je connais, c'est une réalisatrice roumaine, et je me souviens qu'à un certain moment, elle a fait un film indépendant avec un peu d'argent, avec la participation de ses amis, une maison de production, sa famille a donné un peu d'argent, et elle a essayé désespérément de faire un film qui, d'ailleurs, je le trouve bien, mais elle a fait un film indépendant et elle a essayé de le faire paraître comme un film professionnel. Ouais, bah oui. Et d'une certaine manière, j'ai eu l'impression, après qu'elle a sacrifié
tout ce qu'elle avait le plus important, qui était cette indépendance et la manque de budget, en essayant de le cacher. Et la plupart des gens ont pris le film comme un film conventionnel parce qu'elle ne voulait pas donner l'impression que c'est un film à petit budget, a fait beaucoup d'efforts pour cacher ça. Je sais. Donc parfois, je pense que c'est très important de voir. C'est comme en peinture, quand je ne sais pas, Kurt Schwitters ou Picasso faisaient un collage avec des journaux, etc. Tu pouvais voir que c'est ça. Quand c'était Guernica, bon, c'était une autre chose, c'était une autre dimension de l'œuvre, une autre dimension de... bon, si c'est une peinture dans l'huile, bon, ça coûte plus cher si c'est seulement un esquisse en crayon. Donc, pour moi, je pense que c'est très important de ne pas essayer de faire avec un crayon en peinture en huile. Et peut-être l'envers aussi. Ça n'a pas de sens de faire en peinture en huile paraître comme un esquisse en crayon. Donc, c'est être clair avec ce qu'on peut faire, je pense. Mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait un système qui reconnaisse différentes esthétiques et reconnaisse l'arte povera, enfin, d'une certaine façon, si on prend le... Et peut-être qu'il y a un truc en France, il y a un petit paradoxe en France, c'est que comme la France est censée, et elle le fait d'ailleurs, et on doit tout le temps lutter pour qu'elle continue à le faire, beaucoup financer le cinéma par rapport à d'autres pays, c'est comme si en France, on ne peut pas avoir Aung San Suu français, quoi. Je sais pas comment. C'est-à-dire que ça ferait prendre un trop grand risque à l'industrie, en fait, qui a besoin des financements français. Tu vois ce paradoxe, c'est-à-dire que un Romer aujourd'hui, il peut exister que en Corée. Voilà. Oui, oui, et ça, et ça c'est une question, je pense, qui peut changer seulement de l'autre côté. Parce que si on peut imaginer comme ça les Oscars, les festivals de Cannes, de Venise, de je sais pas, de Berlin, etc., on commencerait de montrer des films faits comme Jonas Mekas ou comme quelqu'un comme ça chez lui ou chez elle. Et montrer dans la compétition et le film gagne l'Oscar ou Ours d'Or ou Palme d'Or ou je sais pas. Je me souviens, il y a 4 ans, j'ai fait un film qui s'appelle Typographique majuscule, typographie en majuscule, peut-être en français, Uppercase Print en anglais. Et j'ai invité une critique jeune de le voir. Après, j'ai fini le mixage. Et elle a vu le film, elle a dit, ah oui, oui, je trouve le film très bien. Ça sera soit pour Forum de Berlin, soit pour la section expérimentale qui existait à Locarno à l'époque. Et vraiment, j'ai dit, mais bon, c'est comment elle sait ça? Et je jure que c'était les seules 2 sections des grands festivals, si on peut dire comme ça, qui ont invité ce film. C'est cette question qui s'appelle, je pense, production value en anglais que le film doit avoir pour être considéré comme des vrais films. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans cette intervention. Axel, tu veux... Je trouve ça hyper intéressant. Il a dit plein de choses très intéressantes, mais je trouve ça hyper intéressant, cette idée qu'un film, pour être estimé, doit avoir l'air d'avoir été très très bien budgété. En fait, on pense que la question de l'argent est une question complètement rationnelle et scientifique, etc. dans le cinéma. C'est totalement faux. En fait, il y a une loi de base, c'est que plus un film est doté, plus il est doté. Moins un film est doté, moins il est doté. Et on sait que si on commence mal en production, ça sera de pire en pire. Et si on commence très bien en production, ça sera de mieux en mieux. Ce qui est complètement aberrant sur le plan économique et sur le plan scientifique, mais qu'il y a une espèce de superstition comme dans le cinéma. L'argent va à l'argent et le manque d'argent va au manque d'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment combattre l'idée que tout ça est très rationnel. Tout ça est quand même pas très rationnel. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette idée qu'un film est respectable s'il a l'air d'avoir coûté beaucoup d'argent, comme si l'argent était, comment dire, raconter le sérieux du travail qu'on a investi dedans. Alors que je suis désolée, on voit plein de films hyper dotés qui sont juste des films d'une fumisterie et d'une paresse monumentale. Comme dit Léonore, quand même, il y a aussi le risque que ça peut faire courir quand même
à une corporation ou à une industrie quand même. Alors, ça, moi, je suis moins... Alors, effectivement, je pense qu'il y a un mépris de l'industrie pour les cinéastes indépendants qui arrivent à faire des films comme dans leur coin. Par exemple, quelqu'un comme Romer. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est la différence avec le cinéaste coréen. Les films de Romer marchaient et c'était une économie hyper saine. Hein. Le Rayon Vert, 500 000 entrées. Hein. C'était notre époque du cinéma aussi. Hein. Mais les films de Romer marchaient. C'était rentable et le fonds Romer, en fait, il est hyper coté et il est hyper convoité. Hein. C'est vraiment pas quelqu'un qui faisait des petits films. Par contre, c'est incroyable. Romer n'a jamais été reconnu par l'industrie. Je crois qu'il n'a quasiment jamais eu l'avance sur recette. On lui a refusé l'avance sur recette pour l'Anglaise et le Duc. Et il a, à ma connaissance, jamais eu de César. Et je crois qu'effectivement, il y avait une espèce de... je sais pas, de ressentiment, ou je sais pas comment définir, d'énervement, voilà, que quelqu'un réussisse sans la bénédiction du système. Ça, c'est sûr que ça pas seulement sur la bénédiction, c'est qu'il s'en passe complètement. C'est-à-dire qu'il n'a pas de directeur de casting, il fait le casting lui-même, et toutes les étapes comme ça. Donc forcément, il y a du ressentiment en face quand même. Donc je pense que c'est pas... Enfin, on va revenir à ce que disait Radoujoud, mais quand même, ça s'explique aussi, cette question comme ça du mépris, et c'est un mépris aussi qui est alimenté aussi par une peur. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour quelqu'un comme Philippe Garrel, qui a beaucoup moins souffert de ça. D'ailleurs, c'est assez étrange. Romer a particulièrement énervé le système majoritaire. Et quand on voit que maintenant Romer est quasiment le cinéaste préféré de quasiment l'international des cinéastes mondiaux, que c'est une référence partout, que ses films sont diffusés partout, il y a quand même une espèce d'injustice comme ça et de violence à ce qu'il n'ait pas été reconnu à l'intérieur de son propre pays comme... force artistique et économique incroyablement pertinente qui est folle, quoi, qui est quand même un peu folle. Merci. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur cette histoire-là, peut-être juste, enfin, au moins de la production value, comme il dit Radoujoud, est-ce que vous avez le sentiment aussi que d'être déjà presque un peu attendu déjà en fait au tournant en fonction déjà de ce que votre film va coûter, quoi. Parce que ça a forcément des incidences sur la façon dont on se subjective ou dont on subjective l'aventure en cours. Ouais. Tu voulais parler moi j'aime bien, je trouve que j'aime beaucoup ça, ce qu'il dit. Je trouve que tout ce qu'il dit est ultra cohérent. La manière dont il a une vraie dialectique, quoi, avec le cinéma. Et je trouve que c'est souvent ce qui manque. Parce que, par exemple, moi je dirais, ce qui me dérange dans beaucoup de films aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que c'est l'argent qui fait les films. Voilà, donc tout se ressemble et que l'argent fait les films et que du coup les gens vont voir parce qu'ils vont voir l'argent qui fait les films, parce qu'ils payent pour voir l'argent qui fait les films, parce que le Festival de Cannes, c'est l'argent qui fait les films. Et donc, pour moi, tout ça, c'est un monde... voilà, comment le cinéma peut exister. Alors, on peut être dans un entre-soi du cinéma et considérer que, bon, c'est un petit milieu, et puis voilà, il a beaucoup d'argent, donc tout le monde en parle, etc. Mais on peut aussi se dire, mais il y a quand même quelque chose à faire avec le cinéma aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Les enjeux du monde n'ont jamais été aussi insensés. Pourquoi le cinéma est toujours en retard ? Très en retard. Comment faire des films qui ne soient pas en retard par rapport à ce qui se passe dans le monde ? Et je ne parle pas juste de l'actualité, de tout ça, mais je dis que comment détruire cette espèce de corset réactionnaire, terrifiant qu'on voit partout, et comment inventer des formes qui, même s'ils sont peu vus, parce que c'est aussi le problème du champ du visible. Le champ du visible est tellement saturant. Les images, il y en a partout. Ce qui fait que quand j'entends Radoujoud parler, je trouve qu'il y a une belle santé, parce qu'il parle autant très concrètement de comment il fait quand il a peu d'argent, et que quand il a trop d'argent, finalement, c'est compliqué. Il n'y a pas besoin à chaque fois. Et que du coup, là, il y a des questions très concrètes qui me paraissent super contemporaines et intéressantes. En plus, je veux dire, il travaille dans plein de formats différents. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que je crois que pour ce qui est du cinéma, il y a une expression qui est propre au cinéma et qu'il n'y a pas pour la littérature, pas pour le théâtre, en tout cas pas pour le théâtre public, pas pour la peinture, c'est en avoir pour son argent quand on parle du spectateur. Il faut que le spectateur en ait pour son argent. Alors,
c'est une expression que moi je trouve assez émouvante parce que ça raconte aussi que le cinéma est un art profondément populaire et qu'en avoir pour son argent, c'est aussi que le spectateur ressorte heureux de la salle. Et que c'est aussi ce qui est très particulier dans le cinéma, c'est de ce qu'on ne demande pas à la littérature, au théâtre, c'est que, en tout cas du cinéma dans les origines, que le spectateur ressorte heureux de la salle. Alors, ça veut dire, on peut aussi sortir heureux d'un film très triste ou d'un mélo, mais il y a cette idée d'en avoir pour son argent. Ce qui est quelque chose d'assez émouvant, mais qui a pris des proportions complètement démentes, où en gros, en avoir pour son argent, ça veut dire qu'il faut que les dollars soient projetés sur l'écran. Et là encore, moi, je trouve que ce qui fait la différence... Excuse-moi, je t'interromps sur ça, parce que tu vois, quand Chaplin faisait des films, la place de cinéma, ça coûtait une baguette de pain, et les gens allaient au cinéma et se voyaient dans les films. C'est les gens populaires se voyaient dans les films, ils payaient rien, et ils avaient de la vie, quoi. C'est pas l'argent qu'ils voulaient, c'est de se voir, c'est de voir leurs amis, leurs copains, leurs copines, etc. Et bon, la Nouvelle Vague, il y avait ça aussi, mais tout à fait un autre moment. Mais je sais pas, je vois pas. Enfin, tu vois, on fait la guerre pour voir l'argent sur les écrans, pour voir l'argent. Enfin, je veux dire, ce qui se passe là en Iran, etc. C'est partout, quoi. C'est les milliards et les milliards. Donc aujourd'hui, excuse-moi, c'est pas personnel, mais aujourd'hui, dire on va au cinéma pour avoir pour son argent, je trouve ça ultra obscène, quoi. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Avoir son argent, c'est avoir son plaisir ou son émotion ou son rire ou sa beauté. C'est ça que je veux dire. Pas besoin d'argent pour rire et être beau. C'est vrai qu'à une époque, les producteurs disaient, même si je vois des films d'Hitchcock, ça peut arriver qu'effectivement, il faut que l'argent se voit. Les producteurs hollywoodiens disaient, il faut que l'argent dépensé se voit à l'écran. Non, mais bien sûr. Voilà. Mais c'est pas le même argent, c'est pas la même économie. Et que par exemple, parce que moi j'ai sauté du début de nos films jusqu'à ce qu'on fait aujourd'hui avec mon côté là un peu radical, parce que j'en ai besoin pour survivre au monde dans lequel on vit. C'est que quand on a fait nos films comme La question humaine, c'était toujours des films, La Paria, La question humaine, La blessure. C'était 1,2 million, 1,3 million, 33 jours de tournage. Et La question humaine, les gens disaient, mais vous avez au moins 4-5 millions. Oh non, pas du tout. On a juste été intelligent avec comment on faisait, avec la lumière. On avait une chef opératrice, José Dé, qui était formidable, un décorateur, Antoine Plateau, qui était fabuleux, des acteurs. Et on a construit le film à partir des lieux où on voulait tourner. Et on est parti complètement ailleurs que les lieux... On habitait tous quasiment dans une usine désaffectée, et puis on construisait beaucoup de choses dans cette usine qui n'avaient rien à voir avec la vérité de... Oui, enfin, là, tu viens quand même d'évoquer la question du décor, qui pour moi est une des questions absolument essentielles quand on parle de l'articulation entre l'économie et l'esthétique, quand même. Donc c'est intéressant parce que, justement, qu'est-ce que c'est que partir d'un décor réel, avoir envie de filmer un décor réel. Donc peut-être que tu peux un tout petit peu développer là-dessus. Oui, moi, je veux dire qu'une fois que le scénario est écrit, les lieux, c'est... Puis même avant, parce que parfois, il y a des lieux qui inspirent les scènes, quoi. Mais ce n'est pas nécessairement dans ces lieux qui inspirent des scènes où les scènes sont tournées. Mais quand on s'est installé, par exemple, je reviens sur la question humaine, il y avait un lieu qui s'appelait La Générale. La Générale, c'était un squat d'artistes, quoi. Et il y avait des gens de théâtre, il y avait des gens de beaucoup de choses. Et nous, grâce à des gens qu'on connaissait, ils nous ont installé un endroit dans un étage, et tout se faisait là, quoi. Tout se faisait là, et Lonsdal venait, Amadric passait, tout le monde venait, on était tous au même endroit, au même niveau, on passait des heures à discuter, il n'y avait pas de chauffage, etc. Et puis on allait dans Paris chercher des lieux pour construire le film, donc sortir de La Générale pour aller dans telle usine Renault à Ivry, parce que là on s'est dit, tiens, là on va pouvoir faire la boîte de nuit, et puis il y a les bureaux là, on peut faire... petit à petit, tout s'est élargi, et le film se réécrivait complètement, en repérant, en travaillant avec les acteurs et en construisant un plan de travail avec le premier assistant, puis les chefs-op, la chef-op et tout. Tout s'est construit vraiment sur le réel, et on n'a jamais manqué d'argent. Les problèmes d'heures supplémentaires, parce que il y a des films, c'est très compliqué, parce qu'on pourrait dire, moi, il y a le Life, on s'est battu tout le film contre la production qui voulait nous empêcher de faire des heures supplémentaires. Toute l'équipe était d'accord pour de ne pas être payé, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement et qu'ils savaient pourquoi ils faisaient le film. Donc il y avait ces bagarres qu'on a avec certaines fois avec les producteurs, qu'on ne peut plus, je pense, faire aujourd'hui, parce que tout est verrouillé, mais à l'époque, on pouvait...
exploser le plan de travail sans être complètement massacré par le système, quoi. Ça tirait un peu, mais bon, finalement, on prenait de la force, et qu'une équipe qui est plus forte que la production, c'est quand même beau, quoi. Il n'y avait pas voilà, donc tout ça se mélange, et tout ça fait les contraintes. C'est qu'il y avait un très beau film qu'on a vu l'autre jour. C'était quand Daniel Huillet est morte. Il y a eu une rétrospective Straub et Huillet au Reflet Médicis, et c'est un couple de jeunes cinéastes qui ont filmé Straub discutant avec le public après les films. Bon, Straub qui va et vient, comment il est, et tout ça, désespéré par la mort de Daniel. Et à un moment donné, il y a Loubchansky qui est donc Loubchansky, vous connaissez sans doute, c'est un des plus grands opérateurs du cinéma français, qui était dans un coin, parce qu'il parlait du film Schoenberg, là, demain. Enfin, l'opéra qu'ils ont tourné en 15 jours dans je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un Schoenberg où il y a, voilà, du jour au lendemain, voilà. Et il y avait donc dans l'axe, parce que tout est filmé depuis la coulisse, donc on voit constamment Straub de profil, jamais de face, sauf quand il parle à la caméra. Il y a Loubchansky à gauche cadre, il y a Straub qui est au bout. Et Loubchansky était en train de raconter les contraintes qu'ils ont eues du jour au lendemain, en disant mais il y avait tellement de contraintes, alors parce que la contrainte, ce plan-là, on savait qu'on pouvait le faire aujourd'hui, il fallait attendre 2 semaines pour faire le contre-champ parce que les contraintes, etc. Et il y a Straub qui l'écoutait avec une espèce de sourire étrange, et d'un coup, il a dit une très belle chose, il dit mais attends, comment tu peux dire ça quelle contrainte? Je t'ai toujours laissé faire ce que tu voulais, et puis d'ailleurs, mon travail à moi, c'est de détruire les contraintes. C'est de bannir les contraintes. Donc, moi, je bannis les contraintes. Bon, cette phrase-là, moi, je la trouve aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire, bannir les contraintes. C'est un truc que les équipes peuvent arriver à faire ensemble, avec les acteurs. En tout cas, c'est quelque chose qu'il avait réussi, lui, à trouver, quand même, à configurer dans son système. Mais quand c'est une équipe avec chef opérateur, avec les électros, les machinaux, enfin, qu'on voit bien qu'il y a du monde comme ça. Quand tu dis un truc très juste, quand un film commence à être bien produit et que, bon, finalement, c'est de mieux en mieux, mais quand il y a des films qui démarrent, il y a un truc qui se passe entre les gens sur le tournage qui fait que c'est de mieux en mieux. Et que quand c'est de mieux en mieux, même les producteurs, quand ils voient que tout le monde est content et qu'on dépasse de 2-3 heures tous les jours, ils vont pas faire chier, comme on dit. Ils vont dire, si vous êtes content, nous, ça nous va. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit encore possible de faire ça. Ça, c'est vrai qu'il faut préciser que quand on a très peu d'argent, on arrive à réussir le film s'il y a une espèce de solidarité, d'harmonie et de joie avec l'équipe. Tout seul, c'est pas possible. Et que paradoxalement, souvent, le manque d'argent, quand on est avec des techniciens qui nous aiment ou qui aiment le projet, produit une ambiance très particulière et qui est assez belle, en fait. Voilà, de très grande concentration, d'humilité, de bonnes raisons pour faire le film. Et qu'il faut vraiment remercier les chefs-op, les premiers assistants, les directeurs de production qui sont vraiment la lignée derrière le réalisateur pour que le film se passe. Voilà, c'est vraiment pas des remerciements de circonstances, mais je trouve que souvent ça produit un peu ce qu'il y a de meilleur dans l'ambiance d'une équipe, ces films où il n'y a pas assez d'argent pour faire quelque chose que tout le monde trouve très beau par ailleurs. On fait avec ce qu'on a, et puis et c'est très bien. On fait avec ce qu'on a, on trouve toujours des solutions. Après, effectivement, l'exemple que donnait Radoujou de son ami qui essaie de donner une autre impression, justement, de upgrader son film en voulant donner l'impression que c'est un film finalement bien financé alors qu'il ne l'est pas, et qui se retrouve à faire finalement un film beaucoup plus conventionnel que tous les autres qu'elle a fait auparavant. Donc, c'est intéressant aussi ce que moi, j'ai pu l'observer aussi. C'est des choses qui peuvent arriver aussi, qu'on ne vive pas bien le fait de ne pas avoir d'argent et qu'on veuille absolument du coup compenser en masquant. Enfin bon. Virgile, tu voulais réagir tout à l'heure, je crois. Tu avais pris le micro, mais c'est peut-être il y a longtemps. Pourquoi ? Sur l'histoire de production value, là, justement, sur cette histoire de... Non, je me rappelais juste peut-être que j'ai commencé à faire mon premier long métrage, tout le monde m'a dit qu'il fallait que j'ai un agent, et du coup j'avais rencontré des agents, et je me rappelle que je me sentais à nouveau dans un... pas le même langage. J'ai commencé à dire que mon premier long métrage, je voudrais pas qu'il y ait d'acteurs ou d'actrices professionnels. C'était des gens
qui n'était pas acteur. Et elle m'a dit non mais vous n'y arriverez jamais, c'est pas comme ça qu'on fait des films en France. Enfin, elle était vraiment très très péremptoire et très sûre. Et puis il y avait plusieurs comme ça petits aspects où j'ai compris qu'il y avait un système qui existait vraiment où il y a des choses qui se font et qui se font pas. Et que c'est très dur de les imposer. On accepte pour un premier long métrage beaucoup de choses, j'ai l'impression, on laisse la liberté, on se dit tiens c'est prometteur, un premier long. Puis après, sauf si on a vraiment fait un grand succès commercial, c'est très très dur pour le deuxième long métrage, troisième long métrage, de persévérer dans ces idées. Par exemple, moi j'avais un producteur pendant 10 ans, on a travaillé ensemble, c'est notamment celui qui a fait Mercurial. Et après, mon film Sophie Antipolis, il m'a dit bon bah là après l'échec de Sophie Antipolis, il faut que tu fasses un choix. Maintenant, c'est soit tu prends du vrai cast, du vrai casting, soit tu écris un putain de scénario avec une vraie histoire et pas comme tu as fait jusqu'ici. Et voilà, il m'a dit c'était clair quoi. Au moins et c'est vrai que j'étais déçu parce que ça faisait 10 ans qu'on travaillait ensemble et je sais qu'on avait des désaccords, mais j'avais jamais naïvement compris que c'était aussi clair dans sa tête son plan de carrière. Et donc voilà, je suis parti voir quelqu'un d'autre, comme on dit. Et maintenant, j'ai la chance d'être avec un producteur que j'adore, qui me comprend hyper bien, qui me laisse plein de liberté, que ça amuse de tous ces défis, que dans chaque film, on essaie d'inventer des trucs marrants et de faire comme on veut et de faire... Je sais pas, en ce moment, je pense beaucoup à comment, justement, de pas perdre de l'argent bêtement aussi. Et je pense vachement à ces formats de films. Pourquoi est-ce qu'un film doit faire vraiment 1h38 nécessairement ou 1h42 Et j'étais content dans le dernier long métrage qui est sorti, qui s'appelle 100 000 milliards. Il fait 1h15, je crois. Et au début, j'ai complexé un peu lorsque j'ai vu dans la table de montage que c'était le format parce qu'on n'avait pas beaucoup tourné, parce que l'histoire était tellement mince que c'était 1h15. Mais finalement, je me suis dit, c'est super. En fait, j'ai envie de continuer à faire des films qui sont comme ça, une flèche qui avance. Et je repensais aux films des années... Enfin, je ne suis pas spécialiste du tout de l'histoire du cinéma, mais je sais qu'il y avait beaucoup de moyens métrages à l'époque, même de Chaplin et tout ça, et que c'était un très beau format que les gens allaient voir en salle. Je ne me sens pas capable de relancer parfois un film avec une intrigue qui, au bout de 1h20, reprend un nouveau twist ou quelque chose comme ça. C'est des choses que je ne sais pas faire. Voilà. Donc, voilà. Merci. Agnès, pour le coup, toi, les deux films que j'ai vus de toi, c'est des scénarios aussi qui sont quand même très mystérieux, où il n'y a pas une narration très classique non plus. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été à un moment donné un peu, au niveau de la production, est-ce que ça a posé une inquiétude? Est-ce que ça a été plus difficile aussi à imposer? Alors, au niveau de la production, non, pas tellement. Le tout premier film que j'ai fait hors école, c'était pas avec Sacre Bleu Productions, c'était d'autres productrices qui étaient super aussi, qui s'appelait Ikifilm. Et là, c'était une co-réalisation. Et on a vraiment galéré pour les financements. Ça a été très, très dur. Et parce que le film était, voilà, sa narration propre. C'est une narration très poétique, en fait, pas c'est classique, ça. voilà. Et donc, même en court-métrage et en commission de financement, on en parlait tout à l'heure, c'était quand même compliqué. Et après, pour L'Heure de l'Ours, avec ma co-scénariste, on avait écrit quelque chose de très, très propre, clair et genre qui ne ressemblait pas du tout au film que j'avais en tête, mais en se disant c'est un cheval de Troie, on va prendre les sous et on va repartir. Et j'ai rencontré Ron, donc mon producteur, qui a lu le scénario, qui m'a dit bah non. Tu écris ton vrai scénario, c'est pas ton film du tout. Écris ton scénario et le problème de l'argent, c'est le mien, c'est pas le tien. Trouvez les sous, je vais les trouver. Et à partir de là, en fait, ça m'a totalement. Enfin, en fait, c'est un rapport très sain. Et puis lui, il a ce courage-là d'aller porter des films qui sont pas des films classiques dans leur forme, voilà, vers des financements qui sont finalement, enfin, le CNC, Arte, etc. Donc, on finit par faire rentrer. Bon, après, à L'Heure de l'Ours, vu que j'avais eu un César, c'était plus simple aussi, je pense, d'avoir je pense que ça a aidé, et comme on dit, l'argent appelant l'argent, il y a une première commission, hop, et ça rebondit, et puis C'est intéressant comme cette histoire de faux scénario, parce que ça indique bien qu'à un moment donné, on est tenté de soit s'auto-censurer, soit en tout cas s'auto-subjectiver en narrateur classique, et c'est toujours un peu dangereux. Donc oui, c'est très heureux que tu aies eu un producteur qui te dise. Je pense que ça aurait été une grosse bêtise en vrai, parce que bon, après on revient pas si bien en arrière que ça. C'est un dossier qui laisse une trace, quoi. Alors, dans ce que raconte Agnès, il y a un sous-sujet quand même dans le sujet le cinéma et mise en scène, c'est la question des femmes réalisatrices et de l'argent. Bon, je vais faire un petit aparté.
c'est quand même vrai que les femmes réalisatrices, statistiquement, ont beaucoup moins de budget élevé que les hommes. C'est énorme, la différence énorme. Alors, pas pour les premiers films, où les choses... voilà. De toute façon, le premier film est souvent une case assez heureuse, en fait. Mais plus on avance en carrière, plus il y a une différence de taille de budget entre les films faits par des hommes et les films faits par des femmes. Alors c'est une différence qui n'est pas du tout propre au milieu du cinéma, hein. C'est d'une manière générale, on pense que les femmes sont bonnes pour tenir les boursons, les cordons de la bourse de la maison. Elles savent acheter le pain, la baguette, etc. Mais par contre, elles vont peut-être pas gérer une entreprise. De même qu'en France, on a des femmes ministres de la Santé. Par contre, on n'a pas de femmes ministres des Finances. Il y a une espèce de méfiance et de préjugés dément sur l'idée qu'on ne peut pas confier à une femme un budget élevé. Ça serait beaucoup plus périlleux que pour un homme. Et même dans le système français, qui est quand même un système moins dur, je pense, que le système américain, c'est quelque chose qui se vérifie. Je pense que dans la salle, citez-moi... Je ne fais pas 10 films de femmes réalisatrices cette année au-dessus de 10 millions, il n'y en a pas. Il y en a pas. De même que, par exemple, à ma connaissance, il n'y a aucune chef opératrice femme qui travaille sur des films très, très, très budgétés. On ne confie pas aux femmes les responsabilités matérielles. Voilà, fin de l'aparté. Je te remercie. Je regarde juste l'heure, ça va. Peut-être avant qu'on donne la parole au public, est-ce que vous avez envie, je sais pas, de façon plus libre de témoigner aussi, je sais pas, plus particulièrement d'un film, d'un moment comme ça, ou cette question comme ça aussi de l'ajustement entre l'économie et la mise en scène a été un moment peut-être aussi plus, plus joyeux, plus excitant aussi, parce que c'est on voit bien là quand même dans l'intervention de Radoujoud la joie quand même aussi de se saisir de cette diversité des formes et des économies. Non, mais je pense qu'ici, personne ne se plaint. On est tous très contents de jouer justement avec cette tension entre les budgets qu'on a et comment on est obligé de réinventer parfois un scénario, comment on est obligé de couper des scènes ou de faire une scène avec 100 figurants, une scène qu'on va en fait tourner dans la rue et en laissant éventuellement les regards caméra des passants faire partie de la scène telle qu'elle est montée à la fin. Tout ça est amusant et on a la chance d'hériter de la nouvelle vague et de toute cette liberté formelle qu'ils ont créée avant nous. Je pense qu'on est les enfants de cette époque-là, de cette génération, donc c'est plutôt joyeux en fait. Et c'est vrai que c'est très très juste ce qu'il dit quand il y a trop d'argent et que ça se voit à l'écran, en fait, c'est écœurant. On a l'impression de voir une espèce de foie gras périmé là, qui est en train de se décomposer devant nos yeux. Quand tout est possible dans un film, rien n'est possible, en fait. C'est très contre-productif. Et je pense que le spectateur s'en rend compte. Là, par exemple, moi, je suis allée voir Mission Impossible 8 par passion pour Tom Cruise. Je n'ose même pas imaginer le budget du film. Je l'ai vu avec mes 2 enfants qui sont des fans de Tom Cruise. Le film n'est ni fait ni à faire. C'est inimaginable comme c'est mal fait et comme c'est mal géré et comme tout est possible dans le film. C'est-à-dire que Tom Cruise peut arriver de la Lune, il peut traverser un océan, etc. Le film est un monument d'ennui et je ne connais personne qui aime le film. Donc même le spectateur ne se trompe pas là-dessus sur la façon, sur l'intelligence avec laquelle l'argent est dépensé dans un film. Voilà. Je ne serais pas aussi... En tout cas, il le sent. Il n'est pas totalement débile. Voilà. Mais non, ma question c'était aussi la question aussi tout simplement de la pratique aussi. Par exemple, Nicolas, par exemple, quand tu fais tes films à 2 avec Elisabeth, ça veut dire aussi très concrètement, contrairement, il n'y a pas d'équipe, donc ça veut dire vous êtes en voiture, vous arrêtez, il y a un champ, vous sortez le pied de la caméra, ça veut dire que physiquement il y a un investissement. Enfin, quand on a, comment dire, on fait les films à 2, mais il y a des gens qui arrivent à un moment donné, et puis il y a une équipe quand même. Même pour moi je filme, Elisabeth prend le son, on monte ensemble, on cherche des textes ensemble. Des gens qui viennent, on les invite à participer si ça les intéresse. On fait des trajets avec eux. Sur un film qui s'appelle Nouveau Monde, qu'on a tourné sur les Douessants, vous savez, par exemple, c'est une belle chose, c'est les éditions de l'Œil avec qui sortent
l'œuvre complète de Jean Epstein. Ils nous ont demandé de faire une préface, parce que Epstein, c'est un cinéaste qu'on aime beaucoup. Ils nous ont demandé de faire une préface pour cette prochaine édition. Et on s'est dit, on ne va pas juste écrire, on va aller à Ouessant, qu'on connaît, parce que, bon, comme vous savez, Epstein, génie du cinéma muet, a beaucoup tourné à Ouessant, avec les gens de Ouessant. Donc on s'est dit, on va aller à Ouessant, faire un film, et écrire en même temps la préface. Donc on est allé là. Là, j'ai repassé mon permis. J'ai eu mon permis après le film. Mais à l'époque, j'avais plus mon permis, quoi. Donc du coup, on y est allé, Elisabeth et moi, avec tous les jours, on allait tourner et sans voiture. Donc on est allé avec un diable. Le diable était avec nous et pour le pied de la caméra, parce que tout était en plan fixe. On avait acheté un système de son super avec un micro stéréo et de quoi protéger du vent. Donc on se déplaçait, on a énormément marché et le film s'est fait au fur et à mesure comme ça et est devenu finalement extrêmement ambitieux, rien que par la manière dont on l'a filmé et de ce qui s'y passe et de ça. Il nous a complètement surpris, on s'y attendait pas du tout. Mais il y a d'autres films, quand on était dans la jungle de Calais, qu'on a tourné les Ruikland, on marchait, on vivait pas dans la jungle, mais on a été toute la journée à arpenter. On marche beaucoup. Tu parlais de décors. Moi, je pense que les cinéastes, nous en tout cas, on considère qu'il faut marcher. Il faut marcher pour chercher les lieux, chercher les gens, les rencontrer, passer du temps avec eux. Et puis petit à petit, le film est en train de se faire. Et que le moment du tournage n'est pas le moment exceptionnel. C'est un moment parmi d'autres. Parce que la rencontre, elle est souvent exceptionnelle. Que ce soit avec un animal, parce que ça existe, de rencontrer les animaux et de se dire comment on va faire ça. Toute la fin d'un film qu'on a fait qui s'appelle Nous disons Révolution, parce qu'il y a eu une rétrospective au Centre Pompidou de nos films et ils nous ont demandé de faire un film pour l'ouverture dans la série Où en êtes-vous avec votre cinéma. Donc c'est généralement des films de 15 minutes, 20 minutes. Et on a fait un film de 2h20 qui s'appelle Nous disons Révolution, en Afrique, à Barcelone et à Sao Paulo. Et on voulait finir le film avec des animaux. Le titre vient d'un texte de Paul Preciado. Donc Preciado, avec qui on discutait, etc., a accepté de nous donner ce texte, ce titre. Comment dire ce texte-là? C'est passionnant, quoi. Et on l'a travaillé avec un metteur en scène de théâtre qui s'appelle Dieudonné Nanguna, qui est très connu, quoi, qui écrit lui-même, qui écrit beaucoup de choses, quoi. C'est un fou furieux du théâtre qui travaille beaucoup en France, mais de Brazzaville, parce qu'on le connaissait là-bas. Comment dire les textes de Preciado? Donc c'est ce genre d'interrogation. Et comment filmer les animaux? Parce qu'on voulait faire quelque chose à la fin avec les animaux. Donc on a trouvé un système avec des caméras thermiques dans des bois. Et c'est les animaux qui déclenchaient eux-mêmes les images, quoi. Donc c'est eux qui ont filmé toute la fin du film, quoi. Et donc voilà, ça c'est des choses passionnantes, quoi, qui fait qu'on se lève le matin et on n'a pas ce truc, on n'a que du bonheur, quoi. Et il y avait un petit peu d'argent qui a permis aussi d'avoir un peu d'argent avec La Lucarne. Donc c'est un film qu'on a fait avec, je sais pas, bon, je pense que comme avec qui a dû coûter en tout et pour tout autour de 100 000, 120 000 euros. Mais voilà, on l'a fait avec. Il parlait de Mécasse, mais oui, on pensait beaucoup à Mécasse. C'est vrai que venant du cinéma de fiction, moi je ne connaissais pas, j'étais pas vraiment cinéphile. J'ai une cinéphilie que je suis construit au fur et à mesure, quoi. Mais Mécasse, j'ai découvert ça relativement tard. Enfin, je connaissais quand j'étais adolescent, j'étais allé à la Cinémathèque, mais quand j'ai vu toute l'œuvre de Mécasse avec Elisabeth chez nous, avec le vidéoprojecteur, mais on s'est dit, il y a tellement de beauté, de joie, etc. Mais comment on peut s'éloigner de ça, même si on veut travailler sur des questions de fiction, quoi. D'entendre Radu parler de Mécasse, ça fait... C'est vrai qu'il aurait dû avoir la Palme d'Or, quoi. Avec certains de ses films. Déjà, les titres sont tellement beaux que... Enfin, peut-être que s'il y a des questions ou des réactions dans le public, on peut peut-être passer à cette étape. Si vous souhaitez vous exprimer, n'hésitez pas.
Bonjour et merci. J'ai deux questions qui, peut-être, ça va vous regrouper en une. Moi, de ma perception, dans le financement d'un film, j'aurais aimé qu'il y ait un producteur dont sa fonction soit que producteur ici pour dialoguer avec vous, parce que j'ai l'impression que la fabrication d'un film, c'est un binôme. Vous en avez parlé un petit peu, Virgile, et aussi Agnès, dans cette écriture-là. Moi, de mon expérience, le manque de préparation ou le temps perdu, le temps qu'on accélère dans la préparation, ou le manque de temps et de moyens donnés à l'écriture et au développement se ressent au tournage, où on ne va pas aller au bout de nos idées. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez d'autres expériences à nous parler, mais surtout des films que vous n'avez pas pu faire, parce qu'ils n'ont pas pu se faire par manque de budget. Bertrand Bonello a parlé de ses films fantômes il y a quelques jours, et moi je suis très curieux de ça. Aujourd'hui on parle de questions d'argent, de mise en scène, mais quand l'argent se retire, lorsque les budgets se retirent, voilà. Et j'ai une deuxième question qui parle de la place du distributeur dans le financement. Et qui va avec peut-être là où c'est compliqué avec la politique actuelle, la crainte, je pense à Bolloré chez Canal, comment dans notre écriture on va s'autoriser ou pas, comment il va y avoir, j'ose pas utiliser le mot censure, mais vous voyez ce que je veux dire par là. Oh, merci Virgile. Mais voilà, est-ce que j'ai été clair? Je crois pas, mais... Moi, je vais juste répondre sur le distributeur. Je pense que quand même on a la chance d'être en France, et il y a des gens, par exemple moi je travaille beaucoup avec Thomas Ordonneau de chez LAC, qui est quelqu'un qui ne cherche pas du tout à rivaliser avec certains types de sorties en termes de budget marketing, et qui on parlait de Romer tout à l'heure. Il faut se rappeler quand même que Romer, pour certains films, ne sortait que au Saint-André des Arts, je crois, et une séance par jour. Il y a eu toute une époque où, dans les années 80, les films de Romer sortaient qu'au Centre des Arts. Par contre, il restait 6 mois. Et il était qu'à 18h et 20h, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, cette manière très... je ne sais pas comment appeler ça, pas austère, mais très, très minimale, en tout cas, et un très beau modèle. Et moi, j'ai le plaisir de travailler chez LAC très souvent, sauf pour le dernier film que j'ai fait. Mon producteur a voulu qu'on en essaie avec un autre distributeur. Mais là, je refais un film avec Thomas Ordonneau de chez LAC, et c'est hyper beau la discussion. On ne cherche pas à être sur toutes les colonnes Maurice, ni à faire une bande-annonce qui ressemblerait à quelque chose qu'on voit d'habitude. La bande-annonce peut être l'occasion de réinventer le film avec un autre format. Il me laisse beaucoup de liberté pour l'affiche. On ne cherche pas à faire quelque chose qui va avec une idée d'un public, parce qu'il n'y a pas tous ces concepts marketing n'existe pas chez eux. Donc c'est plutôt agréable. Donc voilà, je voudrais juste célébrer le fait qu'en France, il y a quand même plein de manières de sortir des films autrement, et qu'il n'y a pas que ce gros truc qu'on voit Bolloré, par exemple. Non, mais ça fait partie des personnes avec qui on travaille. Tu parles de Thomas. Ben, c'est vrai, nous, on a travaillé avec Thomas sur La Blessure, film qui faisait quand même 2h40, qu'il a sorti donc en pellicule. C'était un film en pellicule à l'époque. On a travaillé avec Thomas à nouveau sur l'Heroic Land, qui est venu nous aider à finir le film. Et le film faisait 3h40. Et il n'a pas eu peur de le sortir, quoi. Donc c'est sûr que ça fait partie des complices sans lesquels on ne peut pas avancer. Mais moi, j'aurais juste envie de dire, puis côté producteur, évidemment, chacun a une histoire qui peut être passionnelle avec des producteurs. Moi, j'avais parlé de Philippe Diaz au début, le producteur avec qui on a fait La Nuit Bengali. On est quand même allé tourner à Calcutta avec Alexandre Troner, qui était décorateur, qui a reconstruit chez Satyajit Ray dans son studio, avec les acteurs de Satyajit Ray, avec les acteurs dont tu as parlé. Donc c'est une aventure de producteurs, de binôme, comme tu dis, super importante. Troner a fait venir des machines qu'il leur a laissées pour la suite, parce qu'il travaillait à la main dans les studios. Donc
on ne peut pas faire des films sans producteurs. Mais à un moment donné, si on décide de faire des films autrement, parce que les producteurs sont pris dans de telles contraintes financières, quand tu parles avec un producteur d'un film et tu te dis, moi, j'ai pas envie qu'il coûte trop cher le film, j'ai pas envie qu'il soit cher parce que c'est compliqué, des films chers. Il va dire, moi, mais si j'ai pas 300 000 euros par an de marge, je peux pas, je ferme boutique, quoi. Donc ça veut dire que tu n'as pas envie de les mettre dans des sales situations et on n'a pas envie de. Il faut être clair. Juste, parfois, on fait des films avec un producteur dans le système et là, il y a des règles à respecter qui sont compliquées. Et est-ce qu'on peut encore supporter quand on se sent très libre de rentrer dans ces trucs-là, quoi? Parfois oui, parfois non. On avait un projet. C'est Yannick Hanel, l'écrivain qui l'avait écrit. Tu parlais des films qu'on n'a pas fait. On avait un projet qui est allé assez loin. C'était pendant la Révolution française, c'était il y a 5-6 ans, qui s'appelait Les Talons Rouges. Il y avait Amalric, il y avait Charlotte Rampling, il y avait Neil Schneider, il y avait plein de gens, quoi. Et il y avait Arte qui nous avait dit il faut le grand accord, tout ça. Il y avait des Belges, il y avait un distributeur, il faut le grand accord parce que le film coûtait quand même 6, 7, 8 millions. Le décorateur de Bellatar, c'était quelque chose de. On avait même trouvé des lieux comme ça en Roumanie et ailleurs, en Transylvanie, des châteaux, enfin des trucs. On était vraiment partis, quoi. Et puis on n'a pas eu Arte. Et comme on n'a pas eu Arte, on nous a dit vous n'aurez pas France 3 parce que Pierre Scholler faisait un film en même temps et que c'est lui. Et vous, si vous n'avez pas Arte, vous n'aurez pas assez d'argent pour faire votre film. Donc malgré qu'on avait quand même quelque chose d'assez excitant et avec Yannick Hanel qui écrit le scénario, voilà, ça a été un coup terrible parce qu'on se dit à un moment donné, 4 ans de travail jusque-là, et voilà, ça a donné l'Heroic parce qu'on est parti dans la jungle de Calais quasiment le mois d'après quand on a appris qu'on ne pouvait pas le faire, et on a fait ce film-là qui est un film les plus importants pour nous parce qu'on a complètement changé de méthode de travail à partir de ce moment-là et qu'on avait l'impression qu'on faisait un film sur la Révolution à Calais avec eux. La première partie du film s'appelle Naissance d'une nation. Il y a 4 parties et donc on était dans le souffle de quelque chose. Alors du coup on avait le sentiment d'être dans un cinéma fordien parce que Ford arrive très vite quand on commence à tourner dans ces espaces-là, quoi. Et pas d'argent, c'est juste nous qui payons nos billets, etc., qu'on avait trouvé un système de logement, donc pas d'argent, mais on a l'impression de faire là pour le coup une super production parce qu'il y avait des gens partout et de la lumière et avec juste une petite caméra Blackmagic qui permet de. Donc je pense qu'il y a aussi la question des outils avec lesquels on travaille aujourd'hui. Un film comme An Elephant Sitting Still que vous avez peut-être vu, sans lumière. Le réalisateur, là, pour le coup, il a fait un film, je crois qu'il était aussi très long, quoi, peut-être 3-4 heures, quoi, et c'était son premier film, et c'est un chef-d'œuvre, quoi. Le film est extraordinaire, mais les batailles avec sa production a fait qu'il s'est suicidé. Donc, c'est compliqué, c'est dur, mais ça fait partie de l'histoire du cinéma, quoi. Mais on peut travailler sans lumière, c'est une vraie question, c'est passionnant, quoi. En documentaire, on sait le faire. D'ailleurs, le documentaire a beaucoup plus profité je trouve, de la technologie numérique. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des outils. Enfin, il en parle un petit peu en disant qu'il a fait son dernier film à l'iPhone. Voilà, à l'iPhone, ouais. Je ne sais pas, mais est-ce que ce serait envisageable, toi, Axel, par exemple, de changer d'outil radicalement? Non, pas du tout. Ouais. Je trouve qu'on pourrait très bien raconter une histoire de cinéma à travers la façon dont justement des décisions radicales vers la pauvreté ont été extrêmement bénéfiques. C'est Rossellini, par exemple.
Et c'est la nouvelle vague, voilà, qui tout d'un coup ont changé complètement la façon de concevoir les films, avec des tournages en plein air, avec des acteurs amateurs, etc. Et qu'à chaque fois, ça a été des grandes révolutions esthétiques. C'est technique, parce que la caméra légère, sonore... Voilà, voilà. et le travail de Jean-Pierre Bauviala. Pour autant, moi, par exemple, l'arrivée du numérique, franchement, en vérité, je trouve que c'est une catastrophe pour le cinéma. Ça a été très vendu comme il va y avoir beaucoup plus de films, ça va coûter beaucoup moins cher, ce qui est vrai. Et en fait, moi, je trouve qu'il ne faut pas être naïf avec cette question-là. Ce qui est génial, par exemple, avec l'argentique, c'est que l'argentique, c'est vraiment la restitution humaine des peaux, des visages, etc. Le numérique, voilà, c'est de la pixelisation. Et que, par exemple, c'est assez facile de faire un film très beau en argentique avec pas du tout de lumière. Faire un film très beau en numérique avec pas du tout de lumière, faut se lever, quoi, parce que c'est vraiment difficile. Et moi, dans le fond, dans toutes ces nouveautés là, technologiques, numériques ou téléphones portables, les seules expériences qui me convainquent sont celles qui sont des expériences pas du tout vers le naturel, comme l'argentique, mais qui sont des expériences très stylisées, où tout d'un coup, je peux trouver qu'une image électronique est hyper intéressante si elle est très stylisée, etc. Mais voilà, je trouve que fondamentalement, souvent, quand on fait descendre le coût de fabrication des films, il y a une révolution esthétique qui arrive. Je suis quand même un tout petit peu sceptique, voilà, pour ce qui est de la question du numérique. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'ai présidé il y a, je sais pas, 5-6 ans la commission au CNC, l'aide à la qualité, qui était une aide pour le court-métrage des films qui venaient d'être faits et qui cherchaient un peu d'argent. Moi, j'étais hyper contente. Le numérique venait d'arriver. Je me disais, c'est super, on va avoir plein de films qui auraient peut-être pas pu se faire en argentique parce que ça coûte beaucoup plus cher de tourner en argentique. On va avoir plein de films étonnants, etc. Le niveau était atroce, mais absolument atroce. Et je crois que quand même, il faut qu'il y ait un petit filtre de difficulté pour faire un film. Alors évidemment, il ne faut pas que ça soit un crève-cœur et que ça soit une histoire tragique, voilà, comme celle qui a été racontée là. Mais je pense quand même que le filtre de difficulté est aussi le filtre qui va faire la différence entre les films qui servent à rien, c'est nada, et les films où il y a vraiment une conviction, une ténacité et un regard, quoi. Et c'était vraiment frappant dans cette commission où j'étais. Il y avait plein de films qui étaient là, qui n'auraient jamais pu être tournés il y a 5 ans parce que c'était trop cher. Ils étaient là, mais ça ne servait à rien. Voilà, ça ne servait absolument à rien. Donc c'est un peu compliqué, cette histoire. C'est un bon terme, le filtre de difficulté, effectivement. Mais la vidéo, ça existe depuis les années 70. Hein. C'est quand même pas quelque chose qui est arrivé là, quoi. Ça fait 50 ans. Numérique. C'est pas oui, mais c'est la suite. C'est la suite. Oui, alors, chacun peut avoir un avis là-dessus, mais en tout cas, on peut le voir comme la suite. On peut le voir comme quand la vidéo est arrivée, il y a eu tellement de... On n'avait pas l'impression que c'était vraiment du cinéma, etc. Mais bon, tout le travail de Godard a montré que... Voilà, et même le numérique, quoi. C'est des outils... il faut savoir comment les détourner, les amener ailleurs, quoi. Pas essayer d'imiter la pellicule. C'est sûr que là, c'est différent. On a une question ? Oui, il y avait un point qu'Axel a abordé et Nicolas et Agnès ont répondu. Mais j'aimerais bien écouter aussi Axel, Virgile et toi, Gaëlle, davantage, parce que moi, c'est un point qui me met particulièrement des nœuds à la tête. C'est celui de nos rapports avec nos compagnes et compagnons, nos équipes, quand on a peu d'argent sur nos films, parce que ça nous place quand même dans des situations de distorsion, quoi. Et donc, j'aimerais bien vous écouter là-dessus, parce que toi, Nicolas, tu as quelque part résolu cette équation quand tu fais vos films à deux avec Elisabeth, et puis en plus, tu es un excellent chef opérateur, ce qui n'est pas mon cas. Et toi, Agnès, tu nous as raconté. Et même quand aussi, on faisait les films avec les équipes, il y a des moments. Mais comment vous faites, en fait, avec cette question du temps de montage qui peut être compressé alors que le film n'est pas fini, ou de vous retrouver dans une espèce d'étrange position patronale alors que vous êtes peut-être moins bien payé que certains de vos techniciens, mais que le bénéfice symbolique ou la nécessité à faire le film relève de notre responsabilité. Voilà, j'avais envie de vous écouter là-dessus.
À titre personnel, puisque voilà, c'est moi qui ai lancé le fait que je trouve que c'est très difficile de travailler quand on ne paye pas les gens, parce que je trouve que c'est une façon de profiter de leurs compétences, ce qui est très désagréable et que ça nous met dans une position de reconnaissance tout le temps qui est pénible. Moi, concrètement, ça m'est arrivé surtout pour mon dernier film. Les gens ont été mis. C'est vraiment en fait, c'est comme un espèce de protocole très précis qu'il faut appliquer. C'est-à-dire que dès le début, les gens étaient au courant de ce qui serait payé. Voilà, il n'y avait aucune arnaque. Ils étaient libres d'accepter ou de ne pas accepter. Ils savaient que s'ils n'acceptaient pas, je n'allais pas les poursuivre de ma colère pendant des années. Et il y avait une espèce d'harmonie dans les salaires. C'est-à-dire que tout d'un coup, le réalisateur n'était pas payé 100 fois plus que le chef opérateur ou que le script. Qui est une espèce de décence quand même, quand il n'y a pas beaucoup d'argent entre les salaires et qu'on n'ait pas le sentiment d'être roulé. Donc j'ai l'impression que si on met en place des principes comme ça de transparence, d'équité, pas de trop grande distorsion d'échelle, d'intéressement. Nous, par ailleurs, on avait appliqué un principe d'intéressement au film pour les techniciens. Ça peut fonctionner, voilà. Mais c'est vrai que moi, c'est quand même un tournage que j'ai vécu en étant constamment un peu reconnaissante. Et je trouve que c'est pas un bon rapport, la reconnaissance. Voilà. Non, moi, tu voulais parler ? La question, c'est comment, avec l'équipe. Ouais. Moi, j'ai, un peu comme tu as dit, j'ai comme principe depuis que je fais des films que tout le monde soit payé pareil et qu'on ne reproduise pas le système économique qui existe dans la société et que un tournage, ça soit un lieu où il y a une expérience de réelle démocratie et une utopie. Et du coup, je pense que de pas avoir que les gens n'aient pas plusieurs assistants, que ce soit chaque chef de poste est plutôt seul en vrai, et donc on est peu nombreux, mais chacun fait le film pour des convictions personnelles, et il y a un espèce de mini système vertueux qui fonctionne, et ouais, voilà cette espèce de démocratie. Vous travaillez avec une monteuse, un monteur, oui. Vous montez pas vous-même, personne parmi vous? Non. Toi, oui. Nous, depuis qu'on habite à Fécamp, on a installé la salle de montage là, donc on vit avec les films, la salle de montage, la projection, tout ça. On est très très indépendant, quoi. On prend le temps qu'on veut. Et Agnès aussi, peut-être que tu peux, par rapport aussi à ta pratique très particulière, est-ce que tu es très accompagné pendant un certain temps par une ou deux personnes en particulier? Comment ça se passe dans le rapport avec, entre guillemets, une équipe? Oui, non, on a des équipes qui sont sans doute plus réduites que les vôtres, mais pareil, comme Axel, moi, de toute façon, j'ai beaucoup de mal avec l'idée de ne pas payer. Ça n'arrive pas. Et puis en animation, comme on est sur des choses très laborieuses et très épuisantes moralement et physiquement, je pense que c'est pas possible de faire autrement. Après, si quelqu'un décide de faire 1 heure de plus, parce que ça, je vais pas, moi je passe pas mon temps à vérifier qui fait quoi, plus ou moins, mais je préfère que tout le monde soit payé, surtout sur une prod où en général on a quand même un budget qui est correct. Après, la personne qui réalise est souvent la moins bien payée de l'équipe, mais ça, c'est pas, c'est ce qu'on prend aussi. Par exemple, parce que moi, là, je suis un peu curieux, mais par exemple, vous travaillez où? Il y a un bureau qui est dédié. C'est con, mais est-ce que chacun pourrait travailler chez soi? Comment ça... Oui, mais ça nous arrive depuis le Covid, ça nous arrive beaucoup de travailler de chez nous. Ça dépend des prods. Moi, quand c'est mes propres films, j'aime bien avoir l'équipe avec moi. Donc souvent, on est en court-métrage, on est accueilli en résidence. Là, c'était en région centre pour les 2 derniers, à Cyclique, qui est connu aussi de la prise de vue réelle. On part en région un certain nombre de mois. Enfin, c'est un peu comme un tournage. Finalement, on est tous et toutes au même endroit. C'est juste que le temps s'étire beaucoup plus. Mais on a les mêmes problématiques, j'ai l'impression, juste dans des temporalités qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Merci. Après, c'est bête à dire, mais moi, je suis entouré de gens qui ne gagnent pas leur vie du tout avec le cinéma. Beaucoup de gens, amis,
font des films, mais plus ça va, plus les gens font autre chose à côté pour vivre. Et à part 2-3 personnes que je connais qui gagnent leur vie en faisant des films, c'est vraiment des exceptions, quoi. Moi-même, personnellement, je suis obligé de faire des choses à côté. Je peux juste aussi rajouter une chose, c'est que par exemple, depuis 10 ans, il y a un mixeur, peut-être que certains d'entre vous qui me connaissent, qui est Michael Barr. Michael, voilà, Michael, c'est un collaborateur extraordinaire. Et que du coup, quand on arrive chez lui, parce qu'il a fabriqué son Audi, on n'a pas du tout le sentiment d'être pris dans un système d'horaire. C'est très, très ouvert. Et on finit le montage son en mixant. Voilà, c'est vraiment un truc très important. Et quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Quand il y a de l'argent, il y a de l'argent. Lui, ça va. Ça ne lui pose pas de problème. On est clair entre nous. Il dit, voilà, moi, je peux vous donner 6 jours, pas plus. Et donc, on fait en 6 jours. Quand il y a de l'argent, on a un peu plus de temps, s'il y a besoin. Et voilà, donc c'est important, les personnes comme ça. Oui, d'avoir des alliés, mais qui savent aussi donner des limites. C'est comme ça que ça marche bien aussi. La limite, tu la sens. Oui. On ne va pas commencer à... On est quand même... C'est comme quand tu es photographe, tu ne vas pas aller photographier tout le monde dans la rue comme ça. Non, tu le sens tout de suite. Surtout avec des gens comme Michael ou d'autres. Tu le sens. C'est la place. Et on a le temps d'une dernière question. Si vous voulez, n'hésitez pas. Comme il est 8h30 passé, on va devoir rendre la salle, mais une dernière question ? Oui. Bonsoir, merci pour ces interventions, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question particulière pour Agnès Patron, donc très orientée cinéma d'animation. Vous avez parlé de dossiers, et notamment, je voulais avoir votre réflexion par rapport aux aides à l'écriture. En animation, il faut arriver avec des dossiers extrêmement préparés. Et donc, en fait, finalement, quand on demande une aide à l'écriture, le film est déjà écrit et il est même développé graphiquement. En fait, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça ? Est-ce qu'il ne manquerait pas, notamment, peut-être plus en animation, d'une étape antérieure, qui est peut-être le travail du producteur, pour le coup, de laisser ce temps de germination, parce que l'aide à l'écriture, finalement, est un peu absurde dans son obtention. C'est une très bonne question. Elle est devenue absurde, l'aide à l'écriture. Parce qu'en fait, moi, pour avoir déposé pour l'heure de l'ours une aide à l'écriture, donc au fonds d'aide à l'innovation, au CNC notamment, à l'époque, les contraintes, elles étaient respectées. On fournissait un synopsis, on fournissait quelques images, et c'était vraiment une aide à l'écriture. Derrière, il allait y avoir le processus d'écriture. Elle a été complètement trahie, cette aide. Et là, j'étais en commission à Fontevraud, à l'abbaye de Fontevraud, qui a aussi ce même processus d'aide à l'écriture. Il y en a partout, alors je ne les connais pas tous. Mais à Fontevraud, j'ai râlé et j'ai dit qu'en fait, il fallait qu'on revienne. On a des dossiers, on en a, je crois, plus de 60 à lire. C'était des dossiers de prod. C'est des dossiers qui font plus de 60 pages pour certains. Ce n'est pas des aides à l'écriture. Des fois, ils sont au-delà de l'aide au développement. Alors sûrement parce qu'il y a un effet d'entonnoir, qu'il y a des films qui reculent dans leur processus, qui se retrouvent en aide à l'écriture alors qu'ils sont trop avancés. Moi, j'ai demandé à ce qu'on limite à maximum 20 pages. Alors est-ce que ça passera ou pas ? Mais même pour les lecteurs, c'est pas possible d'avoir ces choses-là. Donc je pense qu'il y a eu une vraie trahison de l'aide à l'écriture. Je ne sais pas quand ça a eu lieu, mais il se trouve que maintenant, pour avoir une aide à l'écriture, il faut avoir un dossier d'aide au développement. Et mon dossier d'aide au développement d'une fugue, de mon dernier court-métrage, je l'ai très peu changé par rapport au dossier de l'AVR, ensuite de la vraie aide, parce qu'en fait, il était déjà très fourni. Pour une aide au développement, en fait, à chaque fois, c'est l'aide d'après. Donc effectivement, est-ce que les producteurs, productrices pourraient aider en amont pour qu'on n'ait pas à déposer cette aide. Pour une fugue, j'ai déposé la même proposition d'aide à l'écriture que pour l'heure de l'ours. Je ne l'ai pas eue. Et je pense qu'effectivement, les producteurs pourraient avoir ce rôle d'incubateur avant, mais c'est quand même dommage que ce soit sur eux que ça repose, qui ont déjà effectivement un certain nombre de contraintes pour faire exister leur boîte, etc. Donc je pense qu'il faudrait juste peut-être un peu assainir ces aides et comprendre pourquoi elles sont là,
plutôt que de devoir trop fournir d'éléments. Juste, pardon, il y a des aides au concept qui existent et qui répondent à cette préécriture que vous décriviez, et la trahison que vous évoquez, c'est peut-être la trahison du service public qui est très largement déconnecté des usages des cinéastes et qui ne prend pas suffisamment le temps ni la peine de les écouter. C'est peut-être ça aussi un des effets du système dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est peut-être pas tant les contraintes qu'il faut bannir que le système à un moment aussi. Et bien sûr, ces mots de Jean-Raymond, nous avons de quoi méditer. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Merci beaucoup. Merci à vous.